Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles, famille monoparentale et recomposée, est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Ficac. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. Se marier est un début, mais rester ensemble, c'est le plus difficile. De manière générale, aucune femme ou homme marié au moment de formuler les vœux de mariage n'envisage une fin, encore moins un divorce. Sinon, la mort, parce que c'est le chemin de tous, c'est une volonté divine et aucun être humain n'a le pouvoir de l'empêcher. Le divorce est très souvent l'ultime recours et les procédures qui l'entourent démontrent que le législateur camerounais gagne très souvent un temps dans la décision de prononcer un divorce parce qu'on espère que les conjoints peuvent se retracter et décider de se remettre ensemble. C'est dire que c'est difficile de partir, mais n'étant pas parfois obligé de partir au risque de faire une dépression, au risque de vivre une situation traumatisante. Jusqu'où pouvons-nous nous battre quand tout semble aller de travers dans notre couple? Vie de couple tumultueuse, de rester pour maintenir l'équilibre familial ou divorcer pour éviter la dépression. La question est au goût du jour sur cette édition de Fina Family et nous la traitons avec notre invitée Béatrice Eyenga, à qui je souhaite une chaleureuse bienvenue sur Fina Family. Merci ma fille, merci de m'avoir invitée. C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté cette invitation, que je vais m'entretenir avec vous. Merci d'être donc des nôtres sur ABK Radio. Sidonie Ficac, je suis derrière ce micro de présentation. William Choualak assure la mise en onde. On se retrouve juste derrière. Oh mon associé, tu m'as déçu, oh ma chérie. En amour, il ne faut jamais tricher. Ce que tu sais, seulement ce que tu m'as fait. Tu as brisé l'amour que j'avais pour toi. Oh mon associé, tu m'as déçu de dos. En amour, il ne faut jamais tricher. Est-ce que tu sais, seulement ce que tu m'as fait. Tu as brisé l'amour que j'avais pour toi. C'est comme un œuf Il est très fragile, je te l'avais dit, chérie. Si tu veux le conserver, fais très attention, doudou. Car si ça tombe, ça se casse, tu perds tout et c'est très malheureux. Oh mon associé, tu m'as déçu, chérie. En amour, il ne faut jamais tricher. Yeah, yeah. Je te l'avais dit, chérie. Si tu veux le conserver, fais très attention, doudou. Car si ça tombe, ça se casse, tu perds tout et c'est très malheureux. Oh mon associé, tu m'as déçu, mon chéri. En amour, il ne faut jamais tricher.
Tu ne peux pas savoir combien ça me fait si mal de te voir sourire dans les bras d'une autre. Associé, oh, aie pitié de moi, chérie. Mon associé, yeah, yeah. Oh, dis chérie, yeah, yeah, yeah. Yo, 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 dis-moi pourquoi tu m'as trahi. Associé, oh, tu m'as déçu, oh, oh. Associé, oh, ce n'est pas possible, oh. Je te pardonne aujourd'hui, mais il ne faut plus recommencer. Doudou, je t'aime, je ne veux pas te partager. Je te veux pour moi toute seule. Je ne veux pas te perdre. Ne me laisse pas tomber. Ne m'abandonne pas. Oui, je te promets de ne plus recommencer. Associé, moi, je t'aime, Doudou, de toutes mes forces. Mon associé, yeah, yeah. Oh, dis chérie, yeah, yeah, yeah. Yo, 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 dis-moi pourquoi tu m'as trahi. Associé, oh, tu m'as déçu, oh, oh. Associé, oh, ce n'est pas possible, oh. Je te pardonne aujourd'hui, mais il ne faut plus recommencer. Et pourtant, tu es l'homme qui m'a fait découvrir l'amour. Tu es la femme qui m'a comblé, qui m'a tout donné. Mais tu m'as fait si mal. Oh, tu as brisé mon cœur de te voir sourire dans les bras d'un autre. Associé, Doudou, aie pitié de moi, chérie. Mon associé, yeah, yeah. Oh, dis chérie, yeah, yeah, yeah. Yo, 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 dis-moi pourquoi tu m'as trahi. Associé, oh, tu m'as déçu, oh, oh. Associé, oh, ce n'est pas possible, oh. Je te pardonne aujourd'hui, mais il ne faut plus recommencer. Associé, oh, tu m'as déçu. Merci donc à William Tchalak qui a choisi cette belle mélodie qui, j'espère, a fait énormément plaisir à Maman Béa. C'est comme ça que je vais t'appeler, hein, Maman. Oui, merci. Cette chanson vous rappelle votre jeunesse? Tout à fait. Elle vous rappelle quoi exactement? Les balles des jeunes. Des jeunes, oui. Les soirées culturelles au lycée. Oui, ça se passait très bien. Non, ça se passait très bien. D'accord, heureusement que c'est pas un souvenir mélancolique parce que on parle un peu de déception dans cette chanson. Oui. Et donc avec vous, on aborde un thème assez important, vie de couple tumultueuse, rester pour maintenir l'équilibre familial ou divorcer. Pour éviter la dépression, Dame Béatrice Yenga, c'est quoi le mariage idéal pour vous? Oui, le mariage idéal n'existe pas à mon niveau. Il n'y a pas de mariage idéal, mais je dirais que un couple qui vit en harmonie, c'est un couple qui pratique l'amitié, où il y a l'amitié et la proximité. Oui. Je veux dire que une relation heureuse implique l'amitié et la proximité. Lorsqu'on est amis, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans l'amitié, hein? C'est-à-dire on vit de manière conviviale, il y a la compassion, il y a le respect mutuel, oui, il y a la solidarité, la tolérance, le pardon, la bienveillance, oui. Voilà, le pardon. Oui. Donc, la proximité, la proximité, oui. Ça veut dire qu'en tout lieu, en tout temps, on est solidaire. Oui. Oui. En cas d'événement heureux ou malheureux, lorsque l'un des conjoints est touché, il s'agit de l'affaire de l'autre aussi. Oui, surtout qu'on dit, lorsqu'on se marie, qu'on forme désormais une seule chair. Tout et donc, ce que l'autre ressent, vous le ressentez également. Oui. Quels sont les ingrédients, Dame Yenga, qu'on met dans la soupe mariage pour ne pas avoir des indigestions? Parce que le mariage, finalement, c'est pas un long fleuve tranquille. Oui, vous revenez avec les ingrédients. Il n'y a pas d'ingrédients. Je me dis que il n'y a pas une astuce personnellement, il n'y a pas de recette
personnellement, il n'y a pas de recette. Oui. Mais je crois que ce qu'il faut prendre en compte au départ, c'est le cadre de référence du conjoint. Oui. Son cadre de référence, ses valeurs, ses croyances. Oui. Oui, parce qu'en fait, on épouse la personnalité, les défauts, on épouse la culture familiale du conjoint, on épouse ses sensibilités, on épouse le mode même d'organisation de sa famille. Oui. Donc je crois que c'est des paramètres qu'il faut prendre en compte. Et on ne peut pas les citer, ce n'est pas une formule mathématique, parce que tout dépend du contexte familial, comme je l'ai dit, la culture familiale, tout dépend de l'éducation même de base que de l'un des deux conjoints, n'est-ce pas, du conjoint. Il y a les défauts, comme je l'ai dit, et sa personnalité. Donc, il faut s'ajuster en fonction de tous ces ingrédients-là. Et donc, si vous trouvez un partenaire qui a peut-être une éducation qui ne vous convient pas, vous pouvez entreprendre de vous mettre avec lui pour changer, ou alors c'est une erreur que de croire qu'on pourra le faire. Parce qu'il y en a qui trouvent peut-être le partenaire n'est pas à son image, mais on y va quand même avec l'idée de pouvoir transformer cette personnalité. Oui, mais je pense que c'est un peu difficile. Oui. À mon avis, non, je crois que c'est des éléments, c'est risqué qu'il faut prendre pendant les fiançailles. Oui. Ou alors avant les fiançailles, à mon avis, personnellement. Oui. Donc, il faut voir, parce que on dit souvent chez nous qu'on ne peut pas changer un arbre qui est déjà penché. Oui. Vous voyez, c'est compliqué. Mais aussi, si c'est le conjoint est prêt, hein, s'il vous aime vraiment, il va changer. Hein. Oui. Il y en a, s'il vous aime, il peut faire ce sacrifice-là pour vous, ça c'est possible. Mais bon, c'est quand même des précautions qu'il faut prendre. Il faut s'assurer en l'acceptant, n'est-ce pas? Vous aurez la possibilité, la capacité de le changer. Dame Béatrice Yenga, vous avez été mariée. Aujourd'hui, vous êtes une femme. Les causes d'un divorce. C'est vrai que ce qui est valable pour vous n'est pas forcément valable pour les autres. Causes d'un divorce, justement, mais il y a quand même des causes qui se rejoignent. Oui, bon, je disais qu'il y a des causes permanentes. Hein? Oui, oui. Bon, et les autres? Oui. Oui, il y a les causes permanentes. Des causes permanentes, ici, j'entends les croyances, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans croyances, on met quoi? Bon, il y a l'obédience religieuse, par exemple. Oui. Je ne prends que cet exemple-là. Oui. Ça peut être l'obédience religieuse. Il y a vous épousez une femme, je ne sais pas, ressortissante du Nord, ou musulmane. Hein? Oui, elle est musulmane, vous êtes chrétien. Vous êtes chrétien. Alors vous êtes chrétien catholique, l'autre est chrétien protestant, des églises de réveil, entre guillemets. Ou alors, il est même païen. Hein? Oui, par exemple. Par exemple. Oui. Donc, pendant que vous voulez prier, vous l'embêtez quand vous planifiez vos prières, par exemple. Bon, il y a ces croyances, il y a les valeurs. Oui. Il y a les valeurs. Parce que généralement, il faut... Pour qu'il y ait harmonie dans le couple, ça veut dire que vous avez les mêmes centres d'intérêt, vous regardez vers la même direction, mais pour regarder vers la même direction, il faut avoir le même socle, c'est-à-dire partir d'une base commune, n'est-ce pas? Oui. Et donc, les causes de l'infidélité du divorce, c'est vrai que dans la tête, il y avait peut-être l'infidélité comme cause. Oui. Les causes du divorce, la plupart du temps, c'est quoi, par exemple? Les causes du divorce, c'est compliqué, comme je vous ai dit, que ça dépend du contexte. Oui. Ça dépend du contexte. Je dis généralement, il y a des causes permanentes. Oui. Donc, j'ai parlé de la culture, oui, du cadre de référence. Mais maintenant, il y a les autres causes. Bon, ça peut être une différence de vue sur tel ou tel point. Il y a l'infidélité, déjà. Il y a l'infidélité. Il y en a qui vous diront que ce n'est pas suffisant pour quitter son mari. Pas du tout. Aussi, il y a sa femme aussi, ce n'est pas suffisant pour quitter sa femme. Bon, nous sommes en Afrique, hein, il y a les pratiques occultes aussi. Oui. Oui, il y a les pratiques occultes qui prennent une bonne place. Hein. Oui.
Il y a des pratiques occultes, il y a l'infidélité, comme je l'ai dit. Il y a d'autres causes, ça peut être le non-respect, l'irrespect. Oui, le manque de respect, en fait. Vous ne vous sentez pas suffisamment valorisé par votre conjoint. Vous vous sentez méprisé. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas à la place qu'il faut. Oui. Et ça peut être un élément qui vous pousse finalement à partir parce que vous subissez des chocs des chocs traumatiques de façon permanente, des injures. Je voulais, avant d'en arriver là, parce que j'ai l'impression qu'on est allé un peu vite en besogne, parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Hein. Il y a souvent des signes précurseurs. Il y a des signes précurseurs. Des signes précurseurs, c'est quoi? Ça veut dire qu'avant cette étape-là, il y a des indicateurs de mal-être. Il y a des indicateurs, par exemple, je prends l'atmosphère à la maison. L'atmosphère devient pesante. Papa rentre, par exemple, je prends le cas d'une conjointe. Justement. Il va le matin, il rentre très tard le soir, il se sent mieux dehors. Maman se sent mieux dans ses associations parce qu'elle veut gérer le stress. Les enfants vont jouer chez le voisin parce qu'à la maison ça ne va pas. Le mode d'organisation même de la famille a changé, par exemple, et voilà quelques indicateurs. Et quand on essaye, à quel moment on pense alors qu'on peut divorcer? Parce que c'est quand on a essayé à chaque fois de ramener son conjoint sur le droit chemin et qu'on a l'impression qu'on n'est pas écouté, qu'on peut envisager de divorcer. Mais madame, le divorce, ce n'est pas la première solution. Hein. C'est pas, moi, je ne dirais pas que pour des broutilles, il faut divorcer. Non, le divorce intervient lorsqu'on n'en peut plus. Lorsque la sécurité est déjà, de l'un des conjoints est menacée. C'est lorsque la santé, par exemple, la santé est menacée. Il faut des causes graves, à mon avis, pour divorcer. On ne divorce pas au pif. Divorcer dans notre société est souvent stigmatisant pour la femme, à qui la société reproche l'incapacité à tenir un foyer. Est-ce que vous comprenez, Dame Béatrice Yenga, que la femme soit toujours au banc des accusés lorsqu'il y a un cas de divorce? Oui, je comprends parce que nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique, mais disons que la société a aussi évolué quand même. On devrait comprendre que la femme n'est pas toujours au centre, n'est-ce pas, la cause principale du divorce. Ça peut arriver, ça dépend des cas, mais ça peut arriver. Ce qu'on reproche à la femme, c'est le fait de ne pas pouvoir supporter, de ne pas pouvoir comprendre le mari. À la femme, parce qu'elle n'a pas su tenir le foyer, c'est pour ça. Bon, non. Je pense que c'est mal pensé. C'est mal pensé. Il faut aller au fond des choses, au fond du problème avant de tenir ce genre de langage. Et lorsque la vie de couple bat de l'aile, et que la femme estime être vraiment à bout, est-ce qu'elle doit continuer à se battre pour rester dans le mariage, continuer à se battre pour convaincre son mari de ce qu'il est en train de se tromper, d'emprunter un mauvais chemin, ou alors qu'est-ce qu'elle doit faire? Oui et non. Elle doit se battre. Oui. Elle doit se battre. Pourquoi? Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, le mariage est une institution divine. L'homme quittera son père et sa mère pour rejoindre sa femme. Les deux formeront une seule chair, n'est-ce pas? La loi le reconnaît. Il me souvient qu'à la mairie, les conjoints prennent souvent l'engagement devant le maire que nous resterons ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare, des choses comme ça. Et vous vous souvenez, au village, le mariage coutumier existe. Hein? Vous avez mangé de la cola et bu le vin, voilà. De palme. Voilà. Alors, ça veut dire qu'il y a déjà une alliance. Ça, c'est un fait. Et ensuite, si vous êtes gratifié, vous avez la grâce d'avoir les enfants. Hein? Vous portez la responsabilité de ces enfants.
il faut les éduquer, il faut les encadrer. Donc, il n'est pas de bon ton de les abandonner comme ça pour qu'ils, que dirais-je, pour qu'ils deviennent à la débauche, quoi. Oui. Donc, il faut encadrer les enfants. Je ne suis pas pour le divorce. Je dirais à mes sœurs que non, c'est vraiment la dernière solution parce qu'on peut toujours trouver une médiane quand ça ne va pas, soit à l'intérieur du couple, ce qui est même recommandé. Vous vous asseyez, vous installez, vous instituez le dialogue. Et si ça ne va pas, vous faites appel aux gens influents de votre famille. Je pense aux parents, aux amis proches. Bon, maintenant, il peut donc arriver que cette démarche ne tienne pas. Oui. Et là, la femme se trouve devant un dilemme. Oui. Que faut-il faire? Alors, j'ai dit qu'il faut envisager cette hypothèse quand il n'y a plus on a épuisé d'harmonie. toutes les voies de retour. Toutes les voies. Oui. Oui. Et encore, j'ai dit quand la sécurité est menacée. Oui. C'est à ce moment-là. Là, c'est en cas de peut-être violence conjugale. De violence conjugale. Mais si on voilà, fait, si oui, on justement, si on est oui. dans un couple parce que où il y a des lorsque vous violences passez conjugales. une semaine sur 4 à Oui. l'hôpital, Oui. lorsque vous avez la face déformée, vous n'avez plus les dents et autres, mais je pense qu'il faut réfléchir. Il faut commencer à réfléchir. Il faut partir. Parce que là, votre vie est en danger. Certaines femmes restent dans le mariage pour l'amour de leurs enfants parce qu'elles voudraient que leurs enfants évoluent dans un cadre dit conventionnel, dans une famille conventionnelle, parfois au risque de leur vie. Est-ce que c'est un tort lorsqu'on est en danger dans une relation de mettre sa vie, de davantage exposer sa vie au prétexte qu'on est en train de protéger l'équilibre des enfants, l'encadrement des enfants, l'éducation des enfants? Non, je dis non. Il ne faut pas mettre sa vie en danger parce que il faut à tout prix encadrer les enfants. Il y a des femmes si qui vous perdez restent... la vie, oui. vous pouvez perdre votre vie et ces enfants resteront comme ça. Parce qu'il y a des femmes qui restent dans un ménage où elles subissent toutes les tortures, parfois morales. Oui. Parce qu'il n'y a pas que les tortures physiques, il y a également Tant ces tortures peuvent morales. les supporter, bon, ça va. Mais si la vie de la femme est déjà en danger, je pense qu'elle doit plier ses clics et ses claques. Elle doit s'en aller. Elle doit s'en aller. Dame Béatrice Yenga, qui doit se battre pour sauver son mariage lorsqu'on est dans une vie de couple tumultueuse? Qui doit se battre? L'homme, la femme ou alors les deux doivent se mettre ensemble pour sauver leur union? Les deux. Oui. Les deux, mais beaucoup plus la femme. Oui. Parce que c'est la femme qui encadre, elle est la principale figure de la famille. Oui. Elle doit se battre pour rester. Est-ce qu'on ne pour demande sauver, pas un peu pour trop sauver à la son couple. femme? Parce que c'est toujours à elle de faire des efforts, c'est toujours à elle de se battre, c'est à elle de faire tout pour que les enfants réussissent, c'est à elle de faire tout pour que son mari puisse l'aimer, c'est à elle de faire tout pour que la belle famille puisse l'accepter. Est-ce que c'est pas trop lui demander à cette femme-là qui finalement n'a pas son mot à dire dans tout ce qui concerne la famille? Nous sommes en Afrique et non seulement ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la femme est le socle de la famille. Oui. Donc elle vient en appui à son mari. Mais c'est elle, je reprends que c'est elle qui doit tout faire pour sauver. Qu'est-ce qu'elle doit faire ménage. par exemple? Qu'est-ce qu'elle doit faire concrètement? Elle doit prier, si elle est chrétienne. Oui. Elle doit prier. Et si elle doit ne l'est pas? identifier. Donc, elle doit d'abord identifier le conflit, la source du conflit. Oui. Parce que ça ne sert à rien de chercher des solutions quand on ne sait pas. On dit qu'il n'y a pas de vent favorable. Celui qui ne sait pas où il va, on ne sait pas. Il faut identifier qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi le conjoint est absent, pourquoi se comporte-t-il comme ça. Il faut d'abord identifier et se battre pour arranger. Et quand on a déjà corrigé cet écart,
et que le conflit continue. Oui. Ça veut dire qu'elle a fait tout ce qui est humainement possible et ça n'a pas marché. Oui. Et même quand elle a fait tout ce qui est humainement possible et qu'elle ne subit pas de violence, moi je me dis qu'elle peut rester. Hein. Elle peut rester. Les traumatismes moraux, c'est pas plus dangereux même parfois que ces violences physiques qui sont visibles. Non, nous sommes là dans le cas... Parce qu'ils peuvent provoquer oui. la tension, l'hypertension, ils peuvent provoquer des AVC, ils peuvent provoquer des paralysies. En fait, c'est des tueurs silencieux. Ça veut dire que vous souffrez de l'intérieur, on a l'impression que vous n'avez aucun problème, peut-être parce que vous ne présentez aucune blessure, mais de l'intérieur, vous êtes en pleine souffrance. Tout à fait, c'est oui. exact. Mais nous sommes là dans le cas d'une femme qui est devant un dilemme. Est-ce qu'elle doit abandonner ses enfants? Parfois, c'est des enfants à bas âge, c'est des bébés. Pour qu'ils finalement restent. Autant supporter, oui. Accepter ces traumatismes avec son bébé en main, oui. que d'abandonner le bébé. Il y en a qui le font, hein. Il y en a qui le font. Ou alors, elles préfèrent partir avec leur enfant, par exemple. Oui, si elle peut le faire, si c'est possible, oui. Pour qui est-ce qu'on se bat finalement pour rester dans le mariage? Est-ce qu'on se bat pour rester avec son mari ou alors on se bat pour les enfants? Pour qui est-ce qu'on doit se battre pour rester en couple? On ne se bat pas pour le mari ou pour les enfants. On se bat parce qu'on a déjà fondé une famille. Oui. Et cette famille ne doit pas se désagréger comme ça. Oui. On se bat parce qu'on a déjà fondé une famille. Pour son mari et pour ses enfants. Et puis on se marie pour le meilleur et pour le pire, hein, madame. Oui. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Sauf que la plupart du temps, ce sont les femmes qui vivent justement ces pires situations. Tout à fait, oui, elles sont celles-là qui doivent encaisser. Elles sont celles-là qui doivent faire le maximum d'efforts. Comment est-ce qu'on peut se reconvertir? Comment se fait la reconversion et la réorganisation de sa famille lorsqu'on a divorcé? Oui, ça commence par l'état psychologique. Il faut accepter que quelque chose a changé. On l'accepte et on se dit que nous ne sommes que des êtres humains et que c'est Dieu, enfin pour les chrétiennes, que c'est Dieu seul qui tient notre destin en main, que l'autre, le partenaire, le conjoint n'est qu'un être humain. Et nous sommes de passage, vous voyez, nous sommes de passage ici bas. Donc, on le considère comme un être humain qui était là, qui a joué sa partition et qui est parti. Oui. Il y a ça, il y a cette acceptation-là. Oui. Bon, maintenant, si on est parti... c'est le plus difficile parce que quand on est parti avec des enfants, les enfants qui ont eu... une figure paternelle pendant beaucoup d'années. Tout à fait. Là, ça devient un peu compliqué. Il faut jouer en même temps le rôle du père. Je vous assure que ce n'est pas évident. Mais dans ce cas, on ne procède pas des conseils. Oui. On ne procède pas des conseils, on fait comprendre aux enfants que les choses ont changé et qu'il faut désormais s'ajuster et accepter la situation. Mais ce n'est pas toujours le plus évident. Oui, les enfants ont du mal à accepter cela. Ça prend souvent combien de temps pour les enfants de se faire à cette idée? Beaucoup de temps? Beaucoup de temps. Oui. Parce qu'il y en a qui sont traumatisés. Hein? Oui. C'est un traumatisme général, madame. Oui, puisque donc, même vous, la femme, la maman est traumatisée et elle doit essayer d'encadrer les enfants. Du profil de chaque enfant. Il y en a qui acceptent et qui commencent à se prendre en charge, à aider maman. Mais il y en a aussi... qui ne s'en remettent pas. Qui ne s'en remettent pas. Oui, qui ne s'en remettent pas. Tout est très souvent en fonction de la nature de la relation que chaque enfant avait peut-être avec son papa, parce qu'il y en a qui sont un peu plus proches de leur père que d'autres, et donc il va de soi que celui qui était plus proche de papa sente le vide lorsqu'il ne le voit plus. On va se retrouver juste derrière cette petite pause pour la suite de cette émission Fina Family. Merci de nous rejoindre sur ABK Radio 89.9, la fréquence utile et agréable. L'émission c'est Fina Family, une émission
émission consacrée aux problématiques familiales, particulièrement les familles monoparentales, familles recomposées, on en parle. Aujourd'hui, un sujet qui nous intéresse, celui du divorce. Jusqu'où doit-on se battre pour rester en relation dans notre couple? Jusqu'où doit-on faire des efforts pour maintenir l'équilibre familial parfois, pour le bonheur de nos enfants? Aujourd'hui, Dame Béatrice Yenga, est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que beaucoup de jeunes couples aujourd'hui sont dans des situations de divorce? Vous comprenez cela? Oui, j'essaie de comprendre. Oui. J'essaie de comprendre pourquoi, parce que pour se marier, il faut être mature. Oui. Il faut être mature et il y a des précautions qu'il faut prendre avant le mariage. Il faut prendre certaines précautions avant le mariage. Oui. Parce qu'on ne se marie pas parce qu'on a vu une belle femme ou un bel homme, il est bien parfumé. Non, je pense qu'il faut aller au fond des choses et identifier le caractère. Hein? Pour savoir à qui on a affaire. À qui on a affaire, comment? Il vient d'où, chez lui? Quel est le mode d'organisation, sa culture, les coutumes, là-bas, c'est comment? Hein? Comment ça se passe? Oui. Et dans sa famille, quelle est la tradition, les habitudes de cette famille? Hein? Donc, je pense qu'il y a ces précautions-là qu'il faut prendre. Et il y a aussi la maturité, comme je l'ai dit, c'est pas... le mariage est compliqué. Oui. Il est très compliqué parce que le jeune n'est pas... n'est pas patient. Oui. Les jeunes couples ne sont pas patients, les jeunes conjoints là. La patience, l'impatience, c'est à quel niveau? Ils sont pressés de se mettre ensemble sans toutefois être prêts. C'est à quel niveau que non, se situe l'impatience? Pas à ce niveau, au niveau de la gestion du couple. Oui. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que on épouse aussi, entre guillemets, hein, les défauts de son conjoint. Oui. Alors il faut être patient. Et vous avez d'ailleurs évoqué tout à l'heure le cas où on voudrait amener le conjoint à changer. Oui. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut être patient. Si vous voulez vraiment l'amener à s'améliorer, soyez patient. Soyez patient. C'est quelque chose qui prend du temps. Est-ce que c'est parce que aujourd'hui, c'est pas aussi parce qu'aujourd'hui les jeunes ne sont pas suffisamment édifiés sur la question du mariage? À la maison, vous, nos parents, vous insistez beaucoup plus sur les devoirs qui doivent être révisés, les leçons qui doivent être assimilées, et peut-être l'aspect chez la femme, elle doit être capable de bien tenir la maison, de faire le ménage, de faire la cuisine. Mais en ce qui concerne les valeurs du mariage, est-ce que les parents, c'est pas parce qu'ils sont passés à côté que les jeunes aujourd'hui passent également à côté? Bon, généralement, ces valeurs se transmettent de génération en génération. Hein. Oui. Vous convenez avec moi? Parce qu'à la maison, lorsque vous avez une fille, elle voit comment, je parle par exemple de la cuisine, elle voit comment vous cuisinez, elle voit comment vous entretenez papa. On vous dit que non, quand papa arrive, il faut que la maison soit comme ça. C'est comme ça qu'on répond à son mari. On insiste beaucoup plus sur la cuisine qui doit être bien faite. Est-ce qu'on dit à sa fille comment est-ce qu'elle devra gérer peut-être le conflit avec son mari demain? Est-ce qu'on lui dit comment est-ce qu'elle pourra gérer une situation d'infidélité, par exemple, de son mari demain? Est-ce qu'on lui dit comment est-ce qu'elle pourra gérer, pardonner peut-être son mari en cas de conflit, ou alors si jamais ils ont des problèmes entre eux, comment est-ce que ça doit se gérer, la circonscription qu'il faut mettre, la circonscription qu'il doit avoir entre... dans les comment dire, les échanges qu'il y a entre elle peut-être et les amis et les autres membres de la famille. Je ne pense pas que les parents insistent sur cet aspect-là pendant qu'ils éduquent les enfants, que ce soit les jeunes garçons, les jeunes filles. Il y en a qui insistent. Je puis vous le dire, il y en a qui insistent, sauf que nous sommes à l'heure des TIC. Hein? Oui. Nous sommes à l'heure des TIC, il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas parce qu'ils ont vu... dans telle ou telle application, comment faire ci et ça. Oui. Hein? Ça devient compliqué parce qu'ils ont leur compréhension, leur conception, voilà, du couple.
leur conception, c'est des couples modernes, Oui. N'est-ce pas? Où on va en voyage, on va te dire non, maman, ça c'est votre époque, hein? Sinon, on le fait, on le fait. Et il y en a qui comprennent. On le fait. Avec votre maturité et votre robuste expérience de la vie d'aujourd'hui, si votre vie de couple était à refaire, y a-t-il des choses que vous corrigeriez? Peut-être aussi, il y a des choses qui sont arrivées parce qu'il y avait la naïveté de la jeunesse, peut-être l'immaturité aussi. S'il fallait faire un retour en arrière, qu'est-ce que vous changeriez? Qu'est-ce que vous ferez ou qu'est-ce que vous ne feriez pas que vous avez fait hier et qui a peut-être d'une manière ou d'une autre abouti à un certain nombre de conflits? Je serais moins naïve. C'est-à-dire concrètement moins naïve. Donc, maman Yenga était très docile, très soumise. Bon, je ne le dis pas, je ne peux pas me juger. Oui. Mais je dis que je serais moins naïve et puis je mettrais une limite. Oui. Parce que parfois, quand on se marie, on se dit que le mari vous appartient, entre guillemets. Oui, c'est votre propriété. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc, moi, je dirais qu'il faut toujours mettre une limite, penser à soi-même et se dire que c'est quelqu'un qui nous accompagne. Ce n'est pas... Bon, c'est vrai, on dit que c'est une partie de... Oui. Mais la réalité voudrait qu'on laisse, n'est-ce pas, de l'espace... Oui. À son nom. À son nom. Oui. Oui. Et donc... être moins naïf, ça veut dire que... Vous voulez que je dise à la radio qu'il faut... Non, allons-y, puisqu'il faut là. Vous pouvez aider les jeunes filles à savoir ce qu'il faut faire, parce que généralement, c'est une succession d'erreurs parfois. Oui, votre mari ne vous appartient pas. Oui. Et... ne vous abandonnez pas complètement à lui. Il faut réserver un espace privé. En fait, comprendre qu'à tout moment, il peut se faire désirer par une autre. Ou alors les choses peuvent changer. Oui. À tout moment. Et de manière quel que soit ce que vous avez fait. En fait, quels que soient les efforts que vous mettez pour que la relation puisse être stable. Donc, maman dit qu'elle sera moins naïve. Oui, en dehors d'être moins naïve, il y a autre chose que vous feriez pour... Oui, avant de me marier, je m'assurerai que nous avons nous regardons vers la même direction. Oui. Et que nous avons les mêmes valeurs. Oui. Oui. Nous avons les mêmes valeurs. C'est un point très, très important. Le divorce entraîne très souvent des situations de monoparentalité parce qu'on part d'une situation de famille conventionnelle. On avait le père, la mère et les enfants et subitement on se retrouve peut-être avec le père qui obtient la garde des enfants ou la mère qui obtient la garde des enfants et ces enfants peuvent être vulnérables. Et pour cela, est-ce qu'il n'est pas préférable de faire autant de concessions pour maintenir un bon équilibre et pour celles qui ne sont pas battues de rester? Oui, je crois déjà avoir répondu à cette question en vous disant qu'il est bon. Moi, j'ai dit aux femmes de rester, quelles que soient les difficultés, pourvu que ces difficultés soient gérables et que sa vie ne soit pas mise en cause. Mais lorsque sa vie est déjà mise en cause, je vous assure, il vaut mieux partir. Parce que ça ne sert à rien. De plus en plus, les parents n'encouragent plus leurs filles à rester dans le mariage. Lorsqu'il y a des situations un peu difficiles, c'est la famille qui vous encourage à partir. C'est les amis, c'est les frères qui vous disent mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a à subir ces traumatismes au quotidien? Il faut partir de là. Oui, mais il ne faut pas toujours écouter ça. Il ne faut pas toujours écouter parce que quand vous vous mariez, le mariage c'est deux personnes. Oui. C'est entre deux personnes. Donc, c'est vous qui appréciez. Vous devez apprécier, mais pas à la légère. Oui. C'est ce que je voudrais insister au niveau de la légèreté. Il ne faut pas prendre des décisions au pif, au gré des circonstances ou au gré des humeurs. Non, il faut savoir que c'est votre vie. 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 Il faut sa
ou alors par des conseils où un ami a dit non. Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous vivez dans votre ménage? Est-ce que votre vie est menacée? Moi, j'insiste à ce niveau. Est-ce que votre vie est... Si votre vie n'est pas menacée, le reste est gérable. Il y a souvent des situations qui font qu'on a l'impression que la vie de la femme n'est pas menacée, oui. Mais à force de subir un certain nombre de chocs psychologiques, elle développe des maladies avec le temps. Ces maladies peuvent être l'hypertension, comme je l'ai dit tantôt. Ces maladies peuvent provoquer des arrêts cardiaques. Ces maladies peuvent provoquer même ces traumatismes peuvent provoquer d'autres maladies qu'on ne pourra pas forcément associer à ces traumatismes vécus dans le mariage. Alors, ce que je dirais, là je réponds directement. Oui. Ça dépend de l'état mental. Là, il faut changer de centre d'intérêt. Ces maladies arrivent quand vous n'avez pas changé de centre d'intérêt. On change des centres d'intérêt en quoi faisant, par exemple? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a cette turbulence-là, c'est tout. On se dit, on est là, par exemple, pour ses enfants. Oui. On ne s'occupe plus de ce que fait le mari. Oui. On est là pour ses enfants, il monte, il descend, pourvu qu'ils soient en vie. Bon, là, c'est difficile que les maladies que vous évoquez arrivent. Hein. Mais est-ce que c'est facile pour un homme que vous avez aimé, pour un homme avec qui vous rêviez une vie en amour à la Roméo et Juliette? C'est facile du jour au lendemain de tout changer comme ça? C'est une histoire de cœur d'abord. Oui, personnellement, c'est possible quand le mari vous a déjà rejeté. Quand vous êtes le rejet, vous l'acceptez et puis vous prenez acte. Vous changez donc. Il n'est plus votre centre d'intérêt, c'est-à-dire que vous êtes là comme, je ne sais pas, je ne veux pas dire un pot de fleurs, mais vous êtes là, vous avez comme objectif l'encadrement de vos enfants. Et dans ces cas, dans ces cas de figure, comment est-ce que la femme qui reste donc avec son mari, qui ne le considère plus comme étant, en fait, comme faisant partie de sa vie, oui, elle est dans le couple, je suppose que ça va impliquer d'autres conséquences qui sont peut-être aussi la consommation du mariage. Et comment est-ce qu'elle fait donc, puisqu'elle reste après tout un être humain qui a des besoins physiologiques? Comment est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle reste dans ce mariage pour, étant dans le mariage, se chercher ailleurs, ou alors elle part pour avoir la liberté, ou elle part pour avoir quand même la liberté de refaire sa vie? Non, elle ne peut pas refaire sa vie étant sous le toit de son mari. Oui. Non. À quoi ça sert donc de rester? Peut-être vous ne pouvez pas profiter de la présence de votre mari. Changer de centre d'intérêt, ou alors cela ne veut pas dire qu'on ne consomme plus le mariage, puisqu'on vit généralement dans la même chambre. Beaucoup de choses peuvent se passer dans la chambre, oui, mais bon, le cœur n'y est plus. D'accord. On fait des choses et après, bon, on passe juste par formalité, oui, par pure formalité. Pour maintenir l'harmonie. Oui. Dame Béatrice Eyenga, qu'est-ce que vous recommanderiez aux jeunes hommes qui veulent s'engager dans le mariage? Parce qu'on a l'impression que de nombreux hommes ne comprennent pas toujours ce que c'est que le mariage. Qu'est-ce que vous leur dites pour préserver leur couple, pour préserver leur famille? Oui, je leur dirais de choisir des filles qui ont... de prendre en considération l'éducation de base de leur conjointe. Oui. D'abord, oui, il y a l'éducation de base. C'est très, très, très important. Oui. L'éducation de base. Maintenant, il y a le respect. Oui. Est-ce que c'est une femme qui vous respecte? Est-ce que c'est une femme prête à s'améliorer, à s'ajuster? Parce qu'il y en a, lorsqu'on leur parle de leurs défauts, ils disent non, je suis comme ça, je suis né comme ça, je ne peux pas changer. Oui, au quartier, on dit c'est bon, oui, voilà. C'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Non, là, ça devient dangereux. Oui. C'est bien de choisir un partenaire qui est prêt à
à épouser, à faire des concessions, à tout faire pour qu'il y ait toujours de l'harmonie dans le couple. Et partons dans la famille aux femmes. Quels sont les critères et qu'elles doivent prendre? Parce que j'ai comme l'impression qu'on parle beaucoup plus aux femmes. Aux hommes, on ne leur dit pas aussi ce qu'ils doivent faire. Qu'est-ce que les hommes doivent faire? Il faut qu'ils arrêtent d'être infidèles, par exemple. Oui. Hein, William? Je me gâtais. Non, il faut que les hommes considèrent que les femmes sont leur partenaire, une partie de leur chair, comme on dit, ta chair et ma chair. Hein? Ils forment un. Alors, les garçons doivent savoir que la femme est leur petite sœur, c'est leur maman, elle a besoin d'encadrement, elle a besoin d'amour, elle a besoin d'affection. Une femme qui connaît tout ça, l'amour, l'affection, l'attention, c'est difficile qu'elle se perde. C'est très difficile. La femme a besoin d'attention, d'affection, d'encadrement. Il faut lui donner sa place. Qu'elle se sente à sa place, valorisée. Oui. Voilà. Apparemment, c'est très difficile pour les hommes de donner ces petites choses aux femmes. Leur donner le respect, leur donner l'amour, les valoriser, leur apporter de l'attention. On a l'impression que c'est très difficile quand on regarde la manière dont les couples volent baltent de l'aile aujourd'hui. On a l'impression que c'est difficile pour eux de le faire. Oui, c'est difficile pour certains. Ils ont beaucoup plus le sentiment de domination. Oui, vous savez que c'est inné chez nous. Vous savez que c'est inné, c'est la culture même, dans la culture africaine, que c'est toi l'homme, c'est toi. Il ne faut pas que la femme vienne s'imposer à... Oui, c'est toi. C'est une erreur de penser comme ça pour les hommes? Je ne voudrais pas juger, mais personnellement, la femme vient en appui, la femme est un partenaire actif, un partenaire qu'il faut prendre en compte, n'est-ce pas? Elle vient compléter, elle vient en complément. Et moi, je me dis que penser comme ça, je ne veux pas dire que c'est une erreur, mais moi, je ne penserais pas comme ça. Vie de couple tumultueuse, rester pour maintenir l'équilibre familial ou divorcer pour éviter la dépression. C'est le sujet que nous avons mis sur la table de Fina Family ce jour. Et pour en parler, nous avons eu comme invitée Béatrice Eyenga, qui est enseignante. Madame Eyenga, merci d'être venue à Beka Radio. Merci de nous avoir fait le plaisir d'être des nôtres ce jour. Merci de m'avoir invité. Le plaisir est partagé. Merci bien. William Tchoualak a assuré la mise en onde de ce programme. Sidonifica que je suis derrière ce micro de présentation. Ça a été un plaisir de vous avoir encore à l'écoute de cette autre édition de Fina Family. On se retrouve très bientôt sur ces mêmes ondes.